Donc, du coup, on va aborder la prise en charge de la maladie Covid-19. Alors, en 15 minutes, sûrement pas la globalité de la prise en charge, mais les deux points spécifiques sur lesquels j'aimerais bien insister. Mais avant de faire ça, je voudrais juste reprendre un petit peu d'une façon, une vue générale en fait, de la prise en charge de la maladie Covid-19. Parce que finalement, ça fait plus d'1 an et demi qu'on y est confronté. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui se sont bien passées, qui ont progressé, et puis d'autres finalement où il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés, malgré tout, et malgré toute la recherche investie sur ce sujet. Alors, de façon très générale et très schématique, la maladie Covid-19, la prise en charge, c'est avant tout confirmer le diagnostic, parce que c'est une maladie, premièrement, des voies respiratoires, qui n'a pas de signes bien spécifiques, en tout cas au début de la maladie, en dehors peut-être des troubles de l'odorat et du goût, mais qui ne sont pas constants. Une fois qu'on a confirmé ce diagnostic, on isole, on gère les contacts pour limiter l'extension de l'épidémie. Et puis, si tout va bien, on reste chez soi parce que cette maladie, elle est le plus souvent non grave. Néanmoins, les patients peuvent s'aggraver et donc on va évaluer la gravité pour les orienter différemment et notamment vers l'hôpital, selon qu'il existe des signes cliniques de gravité ou bien même parfois des facteurs de risque de gravité qui pourraient nécessiter une surveillance particulière. En sachant que maintenant, on commence à bien connaître ce qu'on appelle le Covid long, et que le Covid long se produit chez des gens qui ont fait une maladie sévère, mais pas que. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas été hospitalisées et qui ont un Covid dit long qu'il faudra caractériser un petit peu plus précisément. En tout cas, ce que je voudrais vous dire là-dessus, c'est que vous le voyez, la prise en charge, elle est avant tout conditionnée par l'état de gravité des patients. C'est-à-dire qu'on ne va traiter finalement réellement que les patients qui vont présenter des signes de gravité. Et je voudrais vous rappeler les différentes phases d'évolution de cette maladie. On dit qu'elle évolue en 3 phases, avec la première étape qui est plutôt à composante virale, c'est la réplication du virus, la multiplication du virus. Et puis éventuellement une évolution vers une deuxième phase chez des personnes plus fragiles, le plus souvent avec une atteinte pulmonaire qui va avoir 2 niveaux de gravité. Et puis ça peut se compliquer malheureusement avec un état hyperinflammatoire qui est la 3e étape de la maladie et qui va conduire le plus souvent les patients en soins intensifs ou en réanimation. Alors quand même, 5% des personnes qui vont présenter cette maladie ne vont pas présenter de signes de gravité. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est avant tout une maladie quand même qui n'est pas grave dans la grande majorité des cas. S'il y a des facteurs de risque de gravité, et puis parfois chez des jeunes même, sans facteur de risque, ou en tout cas qu'on n'a pas encore identifié, ça peut se compliquer et ça représente 15% des cas très symptomatiques ou sévères. Et c'est cela en fait sur lesquels on s'est attardé durant 1 an et demi pour trouver des traitements. Et finalement, quand on va regarder, alors de façon synthétique encore une fois, les traitements, vu qu'on connaît bien maintenant la physiopathologie de cette maladie, c'est-à-dire le virus, il rentre dans l'organisme et puis qu'est-ce qui se passe? Et donc, on connaît toutes les chaînes et toutes les étapes. Et donc, avec les technologies dont on dispose actuellement, on peut très bien aller chercher des molécules que l'on connaît dans d'autres indications, par exemple, pour voir à quel niveau ces molécules pourraient bloquer le processus. Ça peut être au niveau de l'entrée du virus dans la cellule, mais ça peut être également au niveau de la réplication du virus dans les cellules ou au niveau de la sortie du virus des cellules. Et puis même au-delà, c'est-à-dire jouer sur la réponse inflammatoire liée à cette infection virale, cette réponse inflammatoire qui est bénéfique dans la lutte contre l'infection virale, mais qui, si elle est exacerbée, va être délétère, ce qui correspond à la phase 3 de la maladie. Et donc, au final, on a recherché des antiviraux, on a recherché des immunomodulateurs, et le constat de tout ça, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 3 éléments qui ont montré un bénéfice dans la prise en charge de la maladie Covid-19. C'est d'apporter de l'oxygène lorsque les gens en ont besoin, selon la façon dont ils respirent et le taux d'oxygène dans le sang. C'est de proposer un traitement anticoagulant selon la gravité de la maladie, si c'est quelqu'un qui va être alité ou s'il a des facteurs de risque de maladie thromboembolique veineuse. Et puis la corticothérapie, qui est finalement le seul immunomodulateur qui a montré un bénéfice réel,
mais seulement chez les patients qui ont déjà des signes de gravité certains, c'est-à-dire avec une pneumonie qui nécessite de l'oxygène, et au-delà de 5 jours d'évolution, puisque sur la phase très précoce, qui est virale, on n'a pas envie de donner des corticoïdes. Et à part ces 3 éléments-là, tout le reste n'a pas réellement montré d'efficacité et de bénéfice en termes de prise en charge dans la maladie Covid-19, que ce soit chez les patients non sévères ou chez les patients sévères. Et la grande leçon de tout ça, c'est que peut-être on a oublié, et il faut se le rappeler, qu'il faut bien savoir faire la différence entre une molécule et un principe actif. C'est-à-dire que quand on va chercher toutes ces molécules pour lesquelles on connaît le mode d'action et on dit ça va marcher parce que ça devrait agir sur tel endroit, sur tel point précis, ça c'est le principe d'action de la molécule. Mais ce n'est pas le principe actif, parce que le principe actif, c'est l'effet que va avoir la molécule dans l'organisme. Et entre les deux, bien évidemment, il y a un gap. Et c'est ce que on s'aperçoit avec toutes ces études qui finalement ont été plus ou moins des échecs. Alors, ce que je voudrais vous montrer également, c'est que du coup, on commence maintenant à s'intéresser non plus à traiter que les formes graves, mais à essayer de ralentir l'évolution de la maladie vers une forme grave chez les personnes qui sont le plus à risque. Donc, la gravité, oui, bien sûr, on l'évalue, mais on va se placer en amont en regardant précisément les personnes qui ont des facteurs de risque de gravité pour éviter qu'ils évoluent vers ces formes un peu plus sévères, puisque finalement, on vient de le voir, on n'a pas énormément de thérapeutiques à proposer. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va pouvoir développer 2 points qui sont les 2 points sur lesquels j'aimerais insister aujourd'hui. C'est d'une part les anticorps monoclonaux neutralisants de la protéine S, la protéine spike en anglais, et l'autre point, bien évidemment, c'est la vaccination. Alors, les anticorps monoclonaux neutralisant la protéine S, en fait, il y en a eu plusieurs en développement, mais il y en a 2 finalement qui ont retenu l'attention des autorités suite aux études qui ont été menées, même si vous allez le voir, pour le moment, les résultats de ces études sont très préliminaires et très parcellaires. Alors là, le premier anticorps monoclonal, en tout cas, c'est un cocktail, c'est 2 anticorps monoclonaux neutralisants, c'est RENCOV2. Donc ça, c'est une première étude qui d'emblée était programmée pour faire une phase 1, une phase 2 et une phase 3. Et donc, on a les publications des phases 1 et des phases 2 qui sont publiées actuellement. Et la phase 3 qui devrait arriver, on va en dire un tout petit mot. Donc, cette étude, elle a été conçue avec ce cocktail de 2 anticorps pour des adultes qui ne sont pas hospitalisés. Donc, on est avant la gravité, bien évidemment, mais ce sont des gens qui avaient une infection prouvée à SARS-CoV-2, donc Covid-19, avec une évolution finalement récente, c'est-à-dire moins de 7 jours d'évolution de la maladie. Et l'objectif de cette étude, c'était de voir si ce traitement anticorps permettait de diminuer la quantité de virus dans les prélèvements respiratoires, donc de diminuer la charge virale et puis aussi la sécurité d'administration d'un tel médicament. Alors, je ne vais pas détailler le design très précis de l'étude, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y avait bien un groupe contrôle qui ne recevait pas les anticorps, et puis 2 groupes qui recevaient des anticorps à 2 posologies différentes. Et finalement, vous voyez qu'il n'y a pas énormément d'individus quand même dans ces études, ce qui est peut-être déjà une première faiblesse. Et quand on regarde les résultats, donc les résultats, je vous ai dit préliminaires, donc la population finalement inclue dans l'étude, l'âge, ça s'étend de 35 à 54 ans, donc il n'y a pas de sujet très âgé. Et est-ce qu'il y a des personnes avec des facteurs de risque d'hospitalisation? Oui, dans 65% des cas, ces gens-là avaient au moins un facteur de risque d'hospitalisation. Alors, quand on regarde en détail, je ne l'ai pas mis sur la diapositive, il y avait pas mal de patients avec une chimiothérapie, un cancer. Il y avait quelques patients avec des traitements immunosuppresseurs et une toute petite partie de patients transplantés d'organes solides ou de cellules souches hématopoïétiques. Et donc, les premiers résultats qui sont encourageants en réalité, c'est qu'on voit bien sur ces courbes-là que le groupe de patients qui a reçu le cocktail d'anticorps a moins de virus dans ses sécrétions respiratoires 5 à 7 jours après l'administration par rapport à ceux qui n'ont pas reçu les anticorps.
Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que les résultats sont encourageants, mais la quantité de virus dans les voies respiratoires n'est pas nécessairement liée à l'évolution vers une maladie plus grave. Donc, on est en attente des résultats cliniques qui devraient arriver prochainement, puisqu'on a un communiqué de presse qui a été fait, hein, qui nous dit publication imminente. Alors, peut-être une chose, c'est que c'est les posologies les plus élevées probablement qui vont être retenues parce que ce sont les plus efficaces, mais elles sont tout aussi bien tolérées que la posologie plus basse. Et on aurait probablement une diminution de la mortalité, mais pour le moment, on n'a pas du tout le détail encore de cette étude, avec notamment les caractéristiques précises des patients qui ont été inclus dans l'étude pour mieux cibler en fait la population à laquelle on va pouvoir administrer ces anticorps. La deuxième étude, c'est un autre cocktail d'anticorps, hein, donc c'est 2 autres anticorps monoclonaux, toujours sur la protéine S. La conception de l'étude, c'est globalement la même chose, sauf qu'on est encore plus précoce sur le début de la maladie, puisqu'il faut que ce soit dans les 3 premiers jours. Et c'est le même design, avec cocktail d'anticorps, de posologie, et puis des patients qui ne reçoivent pas les anticorps monoclonaux. Je ne parlerai pas de l'utilisation d'un seul anticorps, qui est le bamlanivimab, tout seul, puisqu'il n'y a aucune efficacité, il n'y a aucun intérêt. Et là, encore une fois, on se retrouve avec une population d'études à peu près. Et là aussi, on voit bien qu'on a une diminution de la quantité de virus dans les voies respiratoires, notamment pour l'association des 2 anticorps à la posologie la plus élevée, hein. Mais là, encore une fois, on n'a pour le moment pas les données cliniques publiées. Donc, tout ça, ce sont des résultats prometteurs, ce qui a conduit à avoir des tableaux de synthèse de ce type-là et sur des résultats préliminaires, probablement une efficacité clinique qui est attendue. Donc, on attend avec impatience les résultats. Et vous le savez probablement, une autorisation temporaire d'utilisation de cohorte par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, hein, puisqu'il y a peut-être un bénéfice à l'utilisation de ces anticorps monoclonaux qui sont par ailleurs parfaitement bien tolérés pour le patient. Alors, les patients qui pourront en bénéficier, ce sont lesquels? Ce sont les patients qui présentent au moins un facteur de risque de gravité, qui sont listés ici, c'est ce que l'on retrouve dans le document d'ATU, hein, et globalement, c'est tous les facteurs de risque de gravité qui ont été retenus et pas simplement ceux que l'on retrouve dans les études que je viens de vous présenter. Pourquoi? Parce que pour le moment, c'est le seul traitement que l'on pourrait développer en prévention de l'évolution vers une maladie plus grave pour laquelle on a finalement très peu de thérapeutiques accessibles. Par contre, il y a une contrainte, c'est de réagir très vite. Il faut que ce soit dans les 5 jours après le début de la maladie, hein. Donc, il faut réagir très, très vite. En pratique, comment ça se réalise? C'est en hospitalisation, ça ne peut pas être fait en ville, mais c'est quand même une hospitalisation de courte durée puisque c'est un hôpital de jour et globalement, ça prend la demi-journée. Il faut néanmoins quand même refaire un prélèvement respiratoire, donc nasopharyngé, pour avoir l'identification du virus et pour faire une recherche spécifique de mutation sur le virus qui a été retrouvé, hein. Donc, c'est des tests spécifiques au laboratoire de virologie, tout simplement parce qu'il y a des mutations connues qui compromettent l'efficacité de ces anticorps monoclonaux et qui en plus potentiellement sont des virus qui ont un plus fort potentiel épidémique. Donc c'est nécessaire avant le début du traitement, puis on administre le traitement, puis il y a une surveillance qui doit être organisée avec notamment des nouveaux prélèvements respiratoires 7 jours après l'administration des anticorps. Et donc ça se fait selon les centres, à l'hôpital ou à domicile. Nous, dans notre centre, on a préféré le faire à l'hôpital parce que ça permet de faire la visite complète de suivi des patients qui ont bénéficié de ce type de traitement. Et dans l'intervalle, il y a des mesures d'isolement strictes qui doivent être respectées, comme pour tout patient atteint de maladie Covid-19, mais particulièrement dans ce cas-là, à cause du risque d'émergence de virus mutants. Le deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est la vaccination, puisque finalement, on vient de voir qu'en termes de traitement, on n'est pas très riche et que même si les anticorps monoclonaux en disposent, on attend encore des données plus solides pour prouver leur efficacité. Et donc, il faut se placer probablement encore plus en amont que ce traitement de prévention vers l'évolution vers une maladie grave, qui est la prévention primaire, en fait, tout simplement, qui est la vaccination.
Donc la vaccination, tout le monde le sait, ça a quand même révolutionné le pronostic des maladies infectieuses. Et à titre d'exemple, je dis toujours que si la variole venait à réapparaître, il n'y aurait toujours que la vaccination qui pourrait nous sauver. Et là, on est dans la même situation. Donc la vaccination, un bénéfice individuel en éduquant notre organisme pour mieux réagir vis-à-vis du virus lorsqu'il se présentera, si on a éduqué notre système immunitaire, mais également un bénéfice collectif, puisque si la majorité de la population est vaccinée, même si un individu est infecté, il y a très peu de chances que le virus trouve son chemin pour aller trouver parmi tout le monde celui qui ne sera peut-être pas vacciné parce qu'il n'aura pas pu. Alors, la vaccination contre la maladie Covid-19, là, c'est pour décrire de ce côté-là les différents types de vaccins dont on dispose. Donc, il y a des vaccins qui sont largement utilisés dans différentes situations, vivants atténués, entiers inactivés, sous-unitaires, c'est-à-dire protéiques, pseudoparticules, et on les connaît dans d'autres situations. Ce qui est nouveau dans la maladie Covid-19, c'est l'utilisation des vaccins à ARN, puisque finalement, c'est ceux-là qui ont été développés en priorité, ou alors de l'ARN dans un vecteur viral, qui est l'adénovirus pour les vaccins dont on dispose en France. Alors, les différences entre tout ça, c'est quoi? C'est simplement qu'au lieu d'utiliser un morceau du virus, on va utiliser le code génétique de ce morceau qui est de l'ARN messager, pour le traduire en protéines, ce que fait notre organisme habituellement lorsqu'il traduit un ARN en protéines. Alors, peut-être juste pour rassurer, hein, la copie se fait dans un sens, mais ne peut jamais se faire dans l'autre sens. Hein. On ne peut pas copier un ARN vers de l'ADN dans ces situations-là. Et c'est probablement la base qu'il faut bien connaître pour la vaccination contre la maladie Covid-19. L'ARN, par ailleurs, ne rentre pas dans le noyau, hein, donc il n'y a pas du tout d'intégration à notre gène, mais je pense que ça, c'est suffisamment clair maintenant. On synthétise nous-mêmes cette protéine, et cette protéine, elle est présente dans notre système immunitaire, les lymphocytes T, les lymphocytes B, qui vont tuer directement les virus ou qui vont faire des anticorps, tout ça dans le but de ne pas développer la maladie si on est exposé au vrai virus. Et là, j'attire juste votre attention sur deux éléments. Il faut bien faire la différence entre immunogénicité et efficacité. Immunogénicité, c'est mesurer la capacité du système immunitaire à répondre à ce principe de vaccination. L'efficacité, c'est mesurer la prévention de la maladie, en fait, en vie réelle. Et puis, que l'immunogénicité, ça ne se résume pas à la synthèse d'anticorps qui va être faite par les plasmocytes, mais il y a bien toutes les autres cellules qui sont aussi importantes dans cette réponse immunitaire. Donc, le dosage d'anticorps, c'est un point, mais c'est probablement pas suffisant pour évaluer finement la réponse immunitaire face à une vaccination. Alors, les vaccins dont on dispose en France, vous les connaissez, ils sont listés dans ce tableau. Hein. C'est quand même de l'ARN messager pour tous. Simplement, dans les deux premiers vaccins ici, Pfizer et Moderna, l'ARN, il est dans une bicouche lipidique, hein, dans des lipides, alors que dans les deux autres vaccins, AstraZeneca et Janssen, il est dans un adénovirus non réplicatif, c'est-à-dire qu'il ne se reproduit pas, cet adénovirus. On ne va pas insister là-dessus, mais la plupart de ces vaccins sont en 2 doses, sauf le Janssen. Et d'après des études, il faut au moins 21 jours d'intervalle entre les 2 doses. Et on sait qu'on peut aller au-delà, puisqu'il y a eu des études avec des espacements beaucoup plus longs. En moyenne, en France, ce qui est retenu, c'est de 21 à 49 jours entre les 2 doses pour la population générale. Et la protection, quand est-ce qu'elle est obtenue? C'est après la deuxième dose, hein, pour avoir une protection optimale, 7 jours après la deuxième dose pour le vaccin Pfizer et 14 jours après la deuxième dose pour le vaccin Moderna. Alors, la particularité pour les personnes immunodéprimées, c'est qu'il est recommandé d'avoir une 3e injection. Hein. Alors, ce n'est pas forcément pour toutes les personnes immunodéprimées. Pour le moment, c'est pour les immunodéprimés dits sévères. Hein. Donc, ce sont les patients transplantés d'organes solides ou de cellules souches hématopoïétiques, ceux qui vont avoir une chimiothérapie lymphopéniante ou ceux qui vont avoir un traitement immunosuppresseur fort, comme par exemple des antimétabolites. Hein. Donc, c'est surtout cela qui est important, mais aussi des anti-CD20, même si on sait que finalement, lorsqu'on a un traitement par anti-CD20, de toute façon, la réponse à la vaccination, elle n'est pas optimale.
Alors, plutôt que de vous présenter des résultats des études qui ont permis d'avoir l'autorisation de mise sur le marché de ces vaccins, je pense que maintenant, on dispose de données solides en vie réelle, ce qui a encore plus de poids sur l'efficacité des vaccins. Et le plus bel exemple est celui de ce qui s'est passé en Israël. Et donc maintenant, on a la publication des cohortes, pardon. Et donc, quand on regarde la protection 7 jours après la deuxième dose, on voit qu'en fait, on a une efficacité qui est de 92 à 94% sur le risque de développer une infection asymptomatique ou symptomatique, voire même sévère, et que ça diminue également de façon très importante, de 87%, le risque d'hospitalisation. Donc, ces vaccins sont très efficaces et plutôt que de regarder des chiffres, on peut le voir encore mieux sur ces courbes ici. En orange, ce sont les patients non vaccinés, en bleu, les patients vaccinés. Et on voit bien qu'on diminue en fait tout cela grâce à la vaccination. Et on peut extraire de ces données, en fait, si dans la population, il y avait des patients justement qui étaient fragiles avec des facteurs de risque ou immunodéprimés. Et oui, il y en avait avec au moins un facteur de risque ou plus 3 facteurs de risque ou plus, on voit en fait qu'on a globalement la même efficacité que ceux qui n'ont pas de facteur de risque d'évolution vers la gravité. Donc, c'est très encourageant. Je ne vous ai pas mis de données sur l'efficacité vis-à-vis des variants, mais ça pourrait être des tableaux tout à fait similaires, puisqu'on dispose maintenant des données, notamment pour le vaccin Pfizer, mais il y a aussi des données qui vont arriver pour les autres vaccins. Et l'efficacité, elle est constamment supérieure à 70% de toute façon pour les 4 vaccins dont on dispose en France. Alors quand même, il y a peut-être juste un point important, parce qu'on voit que c'est efficace cette stratégie de vaccination, mais ce qui nous inquiète, c'est cette population de personnes les plus immunodéprimées. Et donc on commence à avoir des études publiées, et en France, il y a une grande étude nationale qui s'intéresse à la vaccination des personnes immunodéprimées et à laquelle on participe, le CHU de Lille, de façon globale. Alors qu'est-ce qu'on sait en fait, au moins sur cette première étude-là qui va bientôt sortir de façon définitive, c'est que les patients qui n'ont pas une immunodépression très sévère ou ceux qui ont un antécédent d'infection Covid-19 ont une meilleure réponse à la vaccination par rapport à ceux qui ont une immunodépression très sévère et éventuellement qui n'ont pas d'antécédent d'infection à la maladie Covid-19. Et c'est cela, en fait, où on sait que la réponse immunitaire, elle est moins bonne, mais ça, c'est pas un scoop. On sait que les autres vaccins, c'est logique que ce soit la même chose pour le vaccin contre la maladie Covid-19. Et donc, ça me permet de vous dire que pour ces patients-là, la vaccination de l'entourage, elle est essentielle parce que c'est ce qui va permettre de les protéger et d'essayer de compenser cette moins bonne réponse de leur système immunitaire. Donc, la vaccination de l'entourage de façon très large et de façon globale, la vaccination collective en France et dans le monde, qui va permettre de encore mieux protéger ces patients, parce que certains, même avec une troisième injection, n'auront pas une réponse immunitaire aussi satisfaisante que les patients qui sont totalement immunocompétents. Voilà, je pense que j'ai terminé.